Votre chef, votre voisin, votre meilleur ami ou même votre conjoint. Il peut être n'importe qui, il peut être n'importe où. À en croire les médias, une nouvelle espèce de déséquilibré aurait colonisé notre quotidien. Il peuplerait nos rues, infiltrerait nos open space et se glisserait même jusque dans notre lit. Réputés sans affect et sans empathie, ces manipulateurs à l'ego surdimensionné et au doux surnom de PN n'auraient qu'un seul et unique objectif dans la vie, nous détruire psychiquement. Les psychiatres les appellent des pervers narcissiques. Des hommes qu'on appelle médicalement les pervers narcissiques. Qui est-il? Comment le reconnaître? Et surtout, peut-on s'en sortir? Des pervers narcissiques. De la radio à la télévision, des pages psycho de la presse féminine aux couvertures de news magazines, tout le monde le dit, les pervers narcissiques seraient le nouveau mal du siècle. Anonymes et célébrités déferlent sur les plateaux pour dire que oui, le PN est dangereux et qu'elles l'ont côtoyé de près. Je me suis fait aider par une psy et j'ai pris un recul de dingue surtout, mais il a fallu ce déclic. Mais ce nouveau prédateur, d'autant plus menaçant qu'il a l'air parfaitement normal, existe-t-il vraiment? Car malgré la déferlante de livres et d'articles qui lui sont consacrés, le PN n'est pas répertorié en psychiatrie. Mais surtout, il a une étonnante particularité. Loin d'être un fléau mondial, il n'y a qu'en France qu'on s'intéresse à lui. Alors pourquoi est-il né chez nous? Que s'est-il passé pour que les Français se croient envahis par une armée de psychopathes? Et que nous dit ce nouvel archétype pathologique des angoisses de notre société? Tout mythe a un noyau de vérité. Sinon, le mythe ne fonctionnerait pas. Si c'était une pure chimère, une pure invention, personne n'y croirait. Bon, les livres sur les pervers narcissiques se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Ça prolifère sur le net. On en trouve des dizaines, des centaines de sites qui en parlent. Donc, des gens se reconnaissent à travers cette figure. Donc, il se passe quelque chose de réel que ce nom tente de désigner. Je pense qu'il y en a partout, dans les bars, partout, dans les rues, dans les soirées, il y en a beaucoup de pervers narcissiques. Je suis nouvelle dans Paris, donc je connais pas encore par ici, mais dans le coin où j'étais, c'était la campagne, c'était calme, il n'y avait pas de ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens, en tout cas tordus, ça c'est clair. Moi j'en ai déjà rencontré. Dans nos bars, dans nos rues, apparemment les pervers narcissiques se sont infiltrés partout. Et pourtant, ils ne faisaient pas partie de notre vocabulaire il n'y a pas si longtemps. Demandez donc à votre grand-mère. Un sale pervers à son époque, c'était plutôt un genre d'obsédé qui pensait moins à vous détruire psychiquement qu'à vous zioter en petite tenue. C'est seulement dans les années 80 que cette nouvelle pathologie apparaît dans les radars de la psychanalyse française. Au départ, c'est un psychanalyste français, Paul-Claude Racamier, qui a identifié la notion de pervers narcissique dans les années 80. Selon lui, c'est une personne qui, pour éviter ses conflits internes, va chercher à faire souffrir son interlocuteur. Mais pas seulement à le faire souffrir pour lui faire du mal, il s'agit véritablement de l'assujettir, de le réduire à néant, de le désubjectiver, de le mettre en pièces. Malgré ce tableau clinique alarmant, il faut attendre les années 2000 pour que la France réalise l'ampleur de la menace. Et c'est une psychiatre, Marie-France Irigoyen, qui réveille les consciences en faisant de la perversion narcissique une pathologie phare du nouveau millénaire et au passage un succès d'édition. En France, je crois que c'est un sujet qui se découvre avec mon livre. C'est vrai qu'on avait un petit peu parlé du harcèlement moral dans l'entreprise dans les années 80 dans les pays nordiques, mais que c'est vrai que par ailleurs, c'est un sujet qui est complètement laissé de côté, qui a été complètement laissé de côté par les psychiatres, par les psychologues, et qui apparemment vient maintenant au devant de la scène. Vendu à plus de 500 000 exemplaires, son livre est une révélation pour toutes les victimes qui s'ignoraient. En faisant des PN une espèce en voie d'expansion, non seulement au travail, mais aussi dans le couple et la famille, elle donne un incroyable écho à la notion. Et tout le monde commence à se demander si ce type pas très aimable dans l'open space ne cacherait pas en fait un dangereux psychopathe. Plus le concept est devenu populaire, plus les gens se sont reconnus et ont épinglé d'autres personnes dans cette situation-là. Et donc, dès qu'on avait le sentiment que votre patron, votre collègue de travail, votre conjoint vous utilisait un petit peu, avait une certaine emprise sur vous, vous sentiez un petit peu sa victime, eh bien, ce concept de pervers narcissique sortait. Comme si, effectivement, par un effet de contagion, il s'était disséminé à la population tout entière.
C'est bien la première fois qu'une maladie psychique serait contagieuse. Notre société contemporaine engendrerait-elle des pervers à l'appel? Ou bien est-ce nous qui aurions développé une curieuse tendance à voir des psychopathes partout? Une chose est sûre, depuis qu'ils ont débarqué sur Terre, les PN nous rendent complètement parano. Méfiez-vous, ils sont partout. Parmi vos amis, dans votre couple, dans votre famille, au bureau, ils sont partout. Qui? Vous voyez de qui je veux parler? Mais si, bien sûr, les pervers narcissiques. Comment on fait pour détecter un pervers narcissique? Et c'est chaud bouillon, c'est chaud patate. Il suffit de jeter un œil sur Internet pour s'en convaincre. Le phénomène est bien viral. Des tutos psy qui comptabilisent parfois des milliers de vues se multiplient sur la toile. Comment vieillit-il? On y débat, on y donne des conseils, et on cherche à percer le mystère de ce curieux phénomène en le disséquant sous toutes les coutures. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la perversion narcissique et de l'humour. Donc aujourd'hui nous allons parler des pervers narcissiques et de la relation d'amitié. Aujourd'hui nous allons parler du pervers narcissique et de pourquoi celui-ci ne veut pas que vous ayez un animal domestique. Beaucoup l'ont d'ailleurs rencontré et sont prêts à nous aider à le repérer, en nous révélant les signes qui, d'après leur expérience toute personnelle, devraient nous alerter. Cette personne va se donner l'apparence d'un être supérieur. Il ou elle fait des phrases floues. Donc à des grosses montres à 300 €, à des jeans caporal sur ses fesses. Si vous avez encore un doute, vous pouvez toujours faire un test pour savoir si votre compagnon n'est pas un PN qui s'ignore ou que vous ignorez. Et s'il a des comportements aussi pathologiques qu'être parfois jaloux, vaguement égocentrique, s'il change carrément de sujet au cours d'une conversation, s'il vous flatte pour vous plaire, ou pire, s'il vous fait des cadeaux, attention, ce type-là est suspect. Il va être assez aisé pour une personne, en lisant ses QCM, de se dire « mais mon Dieu, mon conjoint, ou mon chef, ou ma meilleure amie ressemble à ça. Peut-être que moi aussi je suis victime, sans le savoir, d'un pervers narcissique. » On peut faire rentrer beaucoup de sujets dans cette catégorie-là. D'autant plus que quand il est défini comme étant celui qui va faire du mal à l'autre, hein, celui qui va utiliser l'autre, qui va le rendre à l'état d'objet pour pouvoir l'utiliser, il est aussitôt rangé dans la catégorie des grands méchants. C'est celui qui va nous empêcher de vivre en paix, de vivre pleinement. Y en a beaucoup hein, qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous, qu'on puisse tous les qualifier de pervers narcissiques. On aurait donc tendance à diagnostiquer un peu vite des pervers autour de nous. Serait-ce lié à cette manie que nous avons et qui vire parfois à l'obsession, déceler dans le moindre comportement inhabituel un trouble de l'inconscient? Après le bipolaire, après l'hyperactif, après le passif-agressif, bienvenue dans l'ère du pervers narcissique. Il y a plusieurs cycles, des effets de mode, et toujours pour caractériser quelque chose qui est extrêmement difficile à saisir, à savoir la personnalité, l'identité de quelqu'un. Et on voit bien que dans cette volonté de poser des étiquettes, de poser des mots sur des comportements extrêmement variés, intervenant dans des situations extrêmement différentes, on est dans la volonté de chercher à comprendre ce qui nous arrive. Par exemple, avant on disait que quelqu'un était chiant, maintenant on dit qu'il est névrosé. Avant on disait que quelqu'un est un connard, maintenant on dit que c'est un pervers narcissique. Ah mais si vous saviez le nombre de pervers narcissiques dont j'ai entendu parler ces 2 dernières années, mais c'est dingue. Ouais. Ah non mais mon mec il me trompait, il me le disait pas, le profil type du pervers narcissique, quoi. Ouais, le profil type du connard qui trompe, quoi. T'aurais voulu quoi que le mec te trompe et te le dise, genre non seulement il est infidèle, en plus il est con. Enfin, tout est psy, pareil. Si vous saviez le nombre d'enfants précoces que j'ai rencontrés depuis 2 ans, après le pervers narcissique, on a eu droit à l'enfant précoce. Non mais incroyable, là Paris est peuplé soit de pervers narcissiques, soit d'enfants précoces. Ou alors il y a un truc, les pervers narcissiques donnent des enfants précoces, je sais pas. À une certaine époque, on a considéré que n'importe quel enfant agité était peut-être hyperactif,
où n'importe quel enfant trop rêveur était peut-être un peu autiste, on ne savait pas. Aujourd'hui, n'importe quel grand méchant, n'importe quel connard, n'importe quel abruti est suspecté d'être un pervers narcissique, aussi bien dans la sphère domestique que dans la sphère professionnelle. On pourrait très bien dire « Ah mais c'était un salaud, c'était un beau salaud ». Mais un salaud, il y en a plein. Des pervers narcissiques, moins. Enfin, vous voyez, c'est aussi le malheur ordinaire. Il n'est pas forcément... on ne peut pas pathologiser le malheur ordinaire. Des salauds, il y en aura toujours. Voilà, bon... Bah, Observez ces femmes. L'homme qui les rend folles n'est pas un macho, ni un lâche ou juste un salaud. C'est sans doute ce pervers dont on parle dans les magazines. Car le PN a un immense avantage, celui d'expliquer toutes nos peines. Le pervers narcissique, il donne un idiome pour expliquer pourquoi on souffre. Pour expliquer pourquoi dans une interaction avec quelqu'un, ça se passe très mal et qu'effectivement on se retrouve en détresse en raison de cette interaction avec cette personne. Donc pour les gens en souffrance, moi je comprends parfaitement pourquoi ils mobilisent cet idiome-là, parce que ça donne les raisons, les causes de leur souffrance et ça leur permet de penser des solutions. Les personnes qui vont s'emparer de ce terme en disant « je suis victime d'un pervers narcissique », elles ont trouvé là une façon de faire entendre leur douleur. Non seulement de façon individuelle, mais de façon collective. Aujourd'hui, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre quand on dit « j'ai été victime au travail ou dans mon couple d'un pervers narcissique », que de dire « j'ai été victime d'une grande cruauté, je souffre atrocement ». Pervers narcissique, les gens vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Vouloir comprendre ce qui nous arrive. C'est l'une de nos obsessions. Car en France, si on ne croit plus vraiment en Dieu, on croit toujours en Freud. Confesser nos névroses, soulager nos angoisses, inspecter notre inconscient. Bref, s'allonger sur le divan est un véritable sport national. Rien d'étonnant alors si la perversion narcissique, une notion définie par la psychanalyse mais non répertoriée en psychiatrie, suscite une telle ferveur chez les Français. Il y a sans doute une spécificité française autour d'un ancrage psychanalytique extrêmement fort en France, sans doute plus qu'ailleurs, une culture psychanalytique qui reste très vivante, très vivace. Et comme ces deux termes, perversion narcissique, sont issus de la psychanalyse, très directement, et des concepts psychanalytiques, il est clair que ça a intéressé beaucoup de psys en France, d'où sans doute la popularité française spécifique autour de cette notion. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les Français se passionnent pour une curiosité de notre psychisme. Car si la perversion narcissique est le mal du XXIe siècle, d'autres pathologies ont marqué leur époque. À la fin du XIXe siècle, apparaît une maladie nouvelle, l'hystérie. Ces femmes aux crises spectaculaires sont alors au centre des préoccupations médicales. Réprouvées socialement, on considère les hystériques comme des folles possédées par le démon du sexe. Cette pathologie semble alors s'expliquer par la répression du désir féminin, corseté par la morale bourgeoise. Pourtant, l'hystérie est aujourd'hui passée de mode. L'époque a changé, et apparemment, ces névroses aussi. Alors je crois que chaque époque a une pathologie qui domine. Freud invente la psychanalyse avec l'hystérie. L'hystérie, ça avait à voir avec le sexe, ça avait à voir avec l'inconscient. À partir du moment où la répression sexuelle a été moins présente, curieusement, l'hystérie a été beaucoup moins intéressante. On dit que les névroses de l'époque de Freud n'existent plus, mais qu'aujourd'hui, grosso modo, depuis la fin des années 70, début 80, on aurait affaire à des névroses davantage narcissiques. Comme si on était passé d'une époque où la question c'était comment faire avec le sexe, et on pourrait dire maintenant c'est comment faire avec le narcissisme, comment faire avec soi-même, comment faire avec cette injonction de se réussir pleinement. Si le sexe était l'écosystème de l'hystérique, le pervers narcissique trouverait lui son biotope dans la grande obsession de notre époque, donner aux autres une bonne image de soi. Sous le meilleur angle.
et en toutes circonstances. Sur fond de développement personnel, érigé en nouvelle spiritualité, l'individu contemporain est enjoint à jouir, à s'épanouir et à réussir sa vie. Mais s'il est beaucoup plus libre qu'avant, il est aussi beaucoup plus seul face à son destin. Le concept de perversion narcissique, il est très adapté à notre époque. C'est un concept contemporain, idéal, parce que, encore une fois, à notre époque, c'est celle de l'avènement de l'individu, on pourrait dire. De l'individu puissant, de l'individu responsable de lui-même, de l'individu qui doit tracer son propre chemin. Et cette responsabilité de soi, elle est très fatigante. Et on est toujours prêt à s'en débarrasser. Donc ce concept de perversion narcissique, il arrive pile au moment où on peut enfin endosser un rôle de victime. Je ne suis responsable de rien, c'est l'autre qui est responsable de tout. Confronté à un échec, effectivement, le sujet peut soit s'en prendre à lui-même, se disant qu'il ne s'est pas donné les moyens de réussir, donc il ne vaut pas grand-chose et c'est l'effondrement dépressif, soit il peut considérer que s'il n'a pas réussi, s'il se trouve en échec, c'est qu'il y a un autre grand méchant, un pervers narcissique dans le coin, qui est venu l'empêcher de jouir en paix, c'est-à-dire d'accéder à son épanouissement et son bonheur. Désigner un ennemi, ça passe toujours par un effet de nomination. Il faut trouver le nom de l'ennemi, et une fois qu'on l'a trouvé, ça apaise certainement l'angoisse. Lorsqu'un paysan, il y a 3 ou 4 siècles, voyait ses vaches mourir d'une maladie inconnue, il pouvait éprouver de l'angoisse, de l'indignation, de la peur d'être ruiné. Au moment où on dit « c'est ta voisine qui est une sorcière qui a jeté un sort à tes vaches », alors là, son angoisse s'apaise et ça commence à chauffer pour la voisine. The witches, the devil's own. Who are they? The witches know, but witches don't talk. Des boucs émissaires pour soulager nos angoisses et exorciser nos peurs, on en a toujours cherché. Mais aujourd'hui, l'Inquisition étant un peu passée de mode, il a bien fallu trouver une nouvelle cause du mal. Ce PN qu'on qualifie de démoniaque aurait-il pris dans notre société la place du diable ? Alors à une époque, c'était les femmes qui étaient accusées de sorcellerie, c'était des sorcières, donc on avait identifié la cause du mal et qu'est-ce qu'on faisait ? On les mettait au bûcher. Aujourd'hui, c'est le pervers. Alors, on ne le fait pas brûler, mais on fait des procès, on fait des articles, on les désigne à la vindicte publique, histoire d'exorciser, en quelque sorte, la part obscure que chacun d'entre nous a en lui. Rien de plus difficile à repérer qu'un pervers narcissique. Voici comment reconnaître ces monstres manipulateurs. Ce sont des personnalités très séduisantes, d'apparence tout à fait normale, qui, dans le huis clos familial, sont de véritables monstres. C'est-à-dire, ce rapport à la victime est celle d'un vampire. Le pervers narcissique, nourri à la source de notre imaginaire, perd peu à peu pied avec la réalité pour prendre une autre place, celle du monstre. Une figure inquiétante toujours, et inhumaine le plus souvent. Sont convoqués dans l'imaginaire autour du pervers narcissique une dégradation progressive de l'humain. C'est le prédateur, mais ça va être aussi un être mi-homme, mi-bête. C'est le loup-garou, par exemple. Le vampire. Comme s'il fallait le sortir du champ de l'humanité. C'est très économique et rassurant que de dresser une frontière très claire entre le bien et le mal, les méchants et les gentils. Inventer cette figure du pervers narcissique et la charger de tous les maux garantit d'être du bon côté des choses. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de ça. On a aussi besoin d'une figure qui soit une figure négative, ne serait-ce que pour moraliser, regarder ce qu'il ne faut pas faire. Dans tous les contes d'enfants, il y a toujours cette dialectique-là, de l'ogre, du bourreau, de l'homme tout-puissant, du mauvais père qui va vous abandonner dans la forêt, de la méchante belle-mère qui va vous faire assassiner parce que vous êtes devenu plus belle qu'elle, etc. Donc il y a toujours cette dialectique entre vous, pauvres victimes, parce qu'on s'identifie toujours aux victimes, aux Blanche-Neige, aux Belle au Bois dormant, etc., et quelqu'un de monstrueux qui va abuser de vous.
Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula. Dans le conte du pervers narcissique, c'est la figure du vampire qui revient le plus souvent. Un monstre qui subjugue sa proie pour la dévorer et lui sucer le sang. Et on le sait, cette histoire-là n'est pas seulement maléfique. Elle est aussi terriblement érotique. There's a sinister, darker side to him I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. On le voit bien dans tous les films qui plaisent tellement aux jeunes sur les vampires, par exemple. Hein. Ces vampires qui sont là, qui vont vous sucer le sang, qui vont vous amener dans leur univers, etc., qui vont vous posséder entièrement. C'est un fantasme qui est très ancré dans notre psychisme et très ancré dans notre culture. C'est très érotique, la notion d'emprise. Être sous l'emprise de quelqu'un, c'est tout de même se débarrasser de la question de son propre désir. C'est être entièrement absorbé par le désir de l'autre, être l'objet de l'autre. C'est un fantasme. Si on pense à l'adaptation de Coppola, le Dracula de Coppola, c'est exactement cela qu'il va mettre en scène, et il va mettre en scène l'ambivalence de Mina par rapport à Dracula. En effet, la jeune fille, forcément pure, innocente, vierge, il va sans dire, et sous l'emprise de Dracula, à la mesure de sa propre fascination pour cet être qui lui échappe. Donc je dirais qu'il y a une métaphore du désir aussi, hein, c'est-à-dire cet autre précisément que je ne peux pas assigner à identité et qui du coup m'intrigue et me rend désirante. Comme le vampire, le PN a le pouvoir de cacher à sa victime sa nature diabolique. Avant les affres de la souffrance, il se présente à elle comme la promesse d'un amour fou. Les pervers narcissiques sont de merveilleux comédiens. On dit d'ailleurs d'eux qu'ils sont comme Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est un peu la beauté du diable. Ils sont fascinants, ils sont envoûtants, parce que s'ils n'étaient pas fascinants, eh bien, ils n'arriveraient pas finalement à être de véritables prédateurs. Donc on ne les voit pas. Grand séducteur aussi, généralement coup de foudre. Coup de foudre. C'est vraiment la féerie des débuts. Ces féeries qui ils répondent au plus près de vos désirs, de vos attentes, et ça avec un art extraordinaire. Et en plus, comme il est bon comédien, il sait repérer absolument tout ce que vous attendez de l'amour, de la vie et de lui. I will make your heart beat. Sometimes break. I will love you every day, but I won't be here every day. You'll never know where I live, where I stay. I'll be no angel. Now you know. Voilà l'autre visage du pervers narcissique. Un irrésistible séducteur, un beau parleur flamboyant. En d'autres mots, le portrait craché d'une figure un brin machiste que nous connaissons bien, le French Lover. Et c'est peut-être aussi cela qui explique son succès en France. Aux yeux du monde, le séducteur à la française, c'est la figure du French Lover. Et je pense que c'est un séducteur qui se caractérise par le fait d'être considéré comme un expert de l'amour, un spécialiste de l'art amoureux, et donc quelqu'un qui a en sa possession un certain nombre de techniques amoureuses qu'il va mettre en œuvre pour subjuguer sa proie et pour arriver à ses fins. Et si le PN avait un maître en la matière, ce serait peut-être lui, Valmont, l'un des plus illustres séducteurs de la littérature française. Valmont has been and is a consummate master of the art of seduction. He has charmed his countless victims, designing his every gesture, every word, every smile that has only one squalid end: destroy the woman's honor. Cet homme, il est irrésistible et les femmes devant ne peuvent que se soumettre. Enfin, je veux dire, elles ne peuvent que succomber. Il y a vraiment une construction victimaire là, du féminin qui est quand même assez révoltante. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de femmes victimes. Mais là, le scénario qui est proposé, c'est tellement une Cendrillon dans laquelle le prince charmant serait un monstre. Mais c'est vraiment ça. Donc ça reste un conte pour enfants, ça reste un conte sexy, ça reste bien chacun à sa place. Et juste le prince, il n'est pas charmant, en vrai il est monstrueux, mais il a quand même l'air d'être charmant.
On ne peut pas dissocier la popularité de cette notion de perversion narcissique de une certaine forme d'idéal amoureux qui est un idéal passionnel. Aujourd'hui, dans la passion amoureuse, partagée par les hommes comme par les femmes, il s'agit d'être totalement pris par l'autre. Tant que cette emprise est réciproque, je t'aime, tu m'aimes, on se regarde dans le blanc des yeux, on regarde dans la même direction, on ne pense qu'à l'autre, plus rien ne compte, etc. Tout va bien. Mais il y a un moment où ça se déséquilibre. Souvent. Pas toujours, mais souvent. Le pervers narcissique vient donc à point nommé justifier l'instabilité du couple contemporain. Mieux, en convoquant la folie et le diable, il nous permet aussi de transformer la banalité de nos échecs amoureux en un grand drame sentimental. Et avouons-le, en France on adore ça, les grandes histoires d'amour vibrantes, passionnelles et si possible déchirantes. Dans le cinéma français, dans la culture française en général, les histoires d'amour sont toujours compliquées, elles finissent mal en général, comme on dit. Enfin, il y a cette idée finalement que se côtoie à la fois quelque chose une sexualité très éruptive, quelque chose de très charnel, passionnel, et en même temps toujours la possibilité de la tragédie, de la catastrophe, du drame, que ça va mal se terminer, et que en même temps c'est ça qui donnerait le sel, et c'est ça qui ferait que c'est beau et plus intense. Alors peut-être que c'est une maladie nationale, peut-être qu'on est tous des névrosés de l'amour, voilà, pas pouvoir se détacher de cette idée que l'amour est plus beau quand il est compliqué, en fait. Ce serait peut-être ça la fonction principale du pervers narcissique, nous faire intégrer nous-mêmes une grande production hollywoodienne, un grand roman où on vit quelque chose d'inouï avec quelqu'un de monstrueux, mais avec une espèce de puissance, de fascination extraordinaire. J'étais sa proie complètement, sa proie. Tu voulais me rendre folle, en fait. Il voulait me rendre folle. Et c'est sans doute pour cela que ces histoires nous passionnent tant. Dans les livres qu'elles écrivent, sur les plateaux de télé où elles témoignent, les victimes de pervers narcissiques changent curieusement de posture pour devenir les héroïnes d'un conte maléfique, mais aussi puissamment médiatique. Si je raconte que j'ai été victime d'un être exceptionnellement cruel, d'un individu hors norme, moi aussi, du même coup, j'ai vécu une histoire hors norme, une histoire exceptionnelle. Dès lors, je ne suis plus un individu comme les autres, je suis un héros. Et pourquoi je suis un héros? Parce que j'ai triomphé du mal absolu, je m'en suis sortie, je l'ai écrit et je suis là pour en témoigner. Je n'ai plus une relation médiocre, je ne suis pas plus amoureuse ou plus amoureux, je ne suis pas avec un type qui se conduit mal, etc. Mais je suis victime d'un grand récit, je suis moi-même l'héroïne d'un récit extraordinaire qui est le mal absolu, le manipulateur, l'animal déguisé en homme, le diable déguisé en homme. Et ce qui fait que mon statut de victime devient un statut héroïque. Mais au fait, le pervers narcissique a-t-il un sexe? Dans l'inconscient collectif, une chose est claire, les PN sont des prédateurs et donc logiquement des hommes. Pourtant, tous les psys le disent, les femmes perverses narcissiques existent aussi. Comment expliquer alors un tel écart entre nos représentations et la réalité? C'est que le pervers narcissique vient ressusciter une vieille figure encore bien ancrée dans notre société, celle du mâle dominant. C'est une construction extrêmement genrée, hein. C'est le mâle alpha. C'est le dominant, c'est le prédateur qui va s'approprier un territoire, des proies et des femelles. Ce sont les hommes qui sont bel et bien pointés du doigt et c'est peut-être pas un hasard d'utiliser, j'allais dire, ce concept-là pour remettre en lumière la violence des hommes, la violence que les hommes font aux femmes. Et là, c'est exactement en fait ce qui est mis en cause. C'est-à-dire le plaisir masculin de dominer, d'écraser et de détruire. Marie, c'est quoi ça? Ça quoi? Espèce de robe, là. La rouge? Bah ouais, la rouge. C'est ma robe pour ce soir. C'est une blague. Tu vas quand même pas mettre ça. Elle est très bien, cette robe. Tu ressembles à rien dedans.
T'as vraiment qu'un goût. Dans le cadre de l'intimité conjugale, ce que vient ressaisir finalement la perversion narcissique, c'est ce qui serait de l'ordre de toute une série de violences psychologiques et de formes de domination qui se donnent dans le couple hétérosexuel. Donc là, on comprend par là que ce que vient nommer la perversion narcissique, finalement, c'est tout un système de domination, alors on pourrait dire rapidement de domination masculine, mais effectivement de domination qui se joue dans le couple. Et alors, et pourquoi pas? Sous des dehors de déséquilibrés, ce prédateur, résistant à toutes les avancées du féminisme, serait-il l'héritier du tyran domestique? Moins un fou qu'un bon vieux mâle alpha. À l'observer de près, la perversion narcissique serait-elle notre nouvelle façon de parler de la domination que les hommes continuent à exercer dans notre société? Okay, man, this is it. L'entreprise, lieu ultime de pouvoir, semble être, après le couple, l'autre écosystème naturel du PN. Déséquilibrés en col blanc, bourreaux de l'open space, terroristes de la machine à café, les PN seraient devenus la nouvelle bête noire des DRH, qui mobilisent désormais des coachs spécialisés pour les combattre. Il y a un véritable, je dirais, engouement presque marketing autour de la notion de pervers narcissique. Parmi les personnalités dites difficiles que l'on peut rencontrer en entreprise, c'est celui certainement qui a le plus de succès. Le moindre manager dans un acte trop spontané, trop confrontant, va être assez rapidement qualifié de pervers narcissique. You're fired! I love you. Mais oui, maintenant que vous le dites, ce patron qui joue avec nos nerfs a tous les symptômes d'un grand malade. Serait-ce lui l'unique responsable de nos souffrances au travail ? Un raccourci rapide, mais surtout bien pratique, pour masquer les vrais dysfonctionnements de l'entreprise. En nommant la perversion narcissique, on se déresponsabilise de tout. On désigne un malade, et donc on désigne aussi une ligne de conduite. Le malade n'a qu'à se faire soigner. Ça permet en effet de dire la solution elle est très simple, on ne va pas du tout modifier l'organisation du travail, mais on va éjecter en effet l'agent perturbateur unique qui ne manifeste rien de ce qu'est l'entreprise ou le travail aujourd'hui. C'est bien pratique pour éviter de repenser toutes les organisations du travail, pour éviter de penser le type d'interaction délétère qui peut se mettre en place dans le cadre de certaines structures et qui peut conduire à une souffrance généralisée. Alors, bien sûr, il est toujours beaucoup plus facile d'évincer un individu que de repenser la structure même de l'organisation du travail. Some people said I was crazy when I brought Terry on board, but I'm a firm proponent of paradigm breaking, outside the box thinking. Break was over 15 minutes ago, bitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. That's alone, Mr. Cole, Doug! A little healthy competition in the workplace never hurt anybody. Hey, buddy. Dans certaines organisations axées, je dirais, fortement sur la performance, le culte de l'athlète d'entreprise, du surhomme, du surmanager, du dirigeant super-héros, va favoriser des individus effectivement plutôt capables de manipuler, plutôt capables de tirer leur épingle du jeu et n'ayant pas d'état d'âme à écraser les autres pour cela. Que se passe-t-il chez France Télécom? Le nombre de suicides ne cesse d'augmenter au sein du personnel. Dernièrement, c'est une cadre de 42 ans qui a mis fin à ses jours. Les syndicats dénoncent des conditions de travail qui se dégradent depuis la privatisation de l'entreprise publique. Reportage Nathalie Pellerin et Antoine Janon. Une partie d'entre eux ont des difficultés. On le sait aujourd'hui, France Télécom n'était pas peuplée de pervers narcissiques. Pour se séparer de 22 000 salariés, l'entreprise est soupçonnée d'avoir délibérément organisé le harcèlement de ses employés. Si on prend le cas de France Télécom, ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à une organisation qui a décidé à un moment donné de changer drastiquement de culture d'entreprise et d'orienter en fait une organisation jusqu'ici ronronnante, d'une certaine manière, vers la performance. Alors bon, les gens qui ont appliqué le management par la terreur,
La terreur managériale dans Orange ou dans d'autres entreprises ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Ce sont des gens qui obéissent aux ordres. Ce sont des servants du dispositif. Alors tout polariser sur la figure du pervers, c'est masquer la décision politique et le contexte social, les nouvelles pratiques de management liées aux nouveaux rapports sociaux. Donc ça dépolitise, ça désocialise, ça dépolitise, et donc ça produit un effet d'illusion, un effet de masque, un effet de dérivation, et c'est le propre du mythe, c'est-à-dire créer de l'illusion, empêcher de voir les causes réelles pour agir vraiment sur les causes réelles. Du couple à l'entreprise, le PN est désormais parmi nous. Et à en croire certains, il serait même en train de prospérer au sommet de notre société. Mais qu'est-ce qui le rend si puissant? Sans doute, le fait que ce prédateur à sang-froid est parfaitement adapté à notre environnement. Intégré socialement, sans état d'âme ni culpabilité, le PN n'est pas seulement un déséquilibré, c'est aussi un individu ultra performant. Ce qui est génial avec le pervers narcissique, c'est que c'est un as du contrôle. Donc contrairement aux autres maladies mentales, que ce soit la paranoïa, la schizophrénie, etc., où précisément les sujets sont débordés par leur maladie, c'est-à-dire ils ne peuvent pas présenter un visage social acceptable. Le pervers narcissique, il se contrôle de A à Z, il est réputé sans affect, sans empathie, c'est un monstre froid, calculateur, donc il ne déborde jamais. Donc c'est vraiment une version de la folie ultra rationnelle. Les vrais pervers narcissiques, si je peux dire, parce qu'ils existent quand même, sont les individus qui n'éprouvent pas de culpabilité, à aucun moment. Et que c'est ça qui leur donne leur toute-puissance. C'est qu'ils peuvent écraser l'autre, utiliser l'autre, lui faire du mal, le faire souffrir, le faire pleurer, et qu'à la limite, ça les fait jouir, mais ça ne provoque aucune culpabilité. La figure du pervers narcissique telle qu'on l'a construite est une figure totalement fascinante, parce que lui, il n'est pas encombré comme nous de doutes, d'angoisse, de limitations. On l'imagine comme étant vraiment dans une espèce de toute-puissance, comme étant un surhomme d'une intelligence supérieure. Il y a quelque chose de l'ordre du surhomme là-dedans. Übermensch. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Né dans les années 80, en plein virage libéral, le pervers narcissique, personnalité à tendance mégalo, capable d'écraser les autres sans sourciller, est le fruit vénéneux de son époque, celle de la compétition, de tous contre tous. Et si sa mythologie est aussi forte dans nos esprits, c'est peut-être parce qu'elle nous en rappelle une autre. Le mythe du pervers narcissique aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette mythologie libérale de l'individu qui est self-made man, qui se construit par lui-même, qui utilise toutes les ficelles pour pouvoir obtenir le pouvoir. FBI. C'est fatalement un homme qui a réussi, qui a une position sociale intéressante, qui a de l'argent. C'est pas un pauvre, c'est pas un smicard, il n'est pas au RSA. Et il est plutôt chef d'entreprise, il est plutôt à la tête d'une start-up, il est plutôt manager, il est plutôt banquier, etc. Il incarne finalement, dans sa version la plus aboutie, ce que la société exige des individus, la lutte de tous contre tous, la réussite à tout prix, la compétition, ne pas trop s'encombrer ni de sentiments, ni de culpabilité, ni de je sais pas quoi, mais foncer, quoi, faut y aller. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, etc., etc. Et puis, voilà, un peu exceptionnel, au-dessus de la mêlée, ne pas hésiter à tirer son épingle du jeu. C'est l'individu le plus compétitif et le plus achevé. C'est un individu parfaitement individualisé. Il se donne à lui-même ses propres normes. Il n'a pas besoin d'être dépendant des autres. Au contraire, c'est lui qui sait tisser des relations où les autres deviennent dépendants, mais lui n'a besoin de personne. Donc d'une certaine manière, il est parfait. Au sommet du pouvoir, l'époque semble également fascinée par les affirmations de toute puissance. Une ère de l'ultra-narcissisme en politique, incarnée à l'extrême par un ex-homme d'affaires à la chevelure peroxydée, qui semble n'avoir de leçons à recevoir de personne en matière de winner attitude.
Trump aujourd'hui est exactement la représentation de cet aboutissement libéral de la personne. Alors, on peut le qualifier de pervers narcissique, je ne sais pas si ça a un intérêt quelconque par rapport à son impact politique, mais il est exactement dans cette représentation-là. C'est-à-dire qu'il utilise les uns contre les autres, qu'il doit être l'homme le plus riche, le plus puissant, celui qui jouit le plus, celui qui est le plus fort, celui qui va utiliser le plus les gens autour de lui et écraser les plus faibles pour valoriser les plus forts. Il joue de toutes ces cartes-là, et il y a quand même 52% d'Américains qui le suivent. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que cette représentation de la puissance, de la toute-puissance, de la surpuissance, eh bien, elle est quand même valorisée. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Fascinant, mais également pathologiquement suspect. Car comme dans le couple, comme dans l'entreprise, les dominants en politique sont adulés avant d'être condamnés pour leur démesure. Leur hubris, disaient les Grecs. Sauf qu'aujourd'hui, époque oblige, ils sont accusés d'être fous. Je pense à Sarkozy, je pense à Berlusconi, je pense à Poutine, par exemple, ces trois-là. Quel regard portez-vous sur ces gens-là? Le même. J'aurais employé le mot pervers narcissique. C'est-à-dire que je pense même que on ne peut pas arriver à un poste de responsabilité si on a trop d'empathie. Les hommes de pouvoir seraient-ils tous des PN qui s'ignorent? La perversion narcissique viendrait-elle désigner quelque chose de beaucoup plus large qu'elle? Les excès de l'ego et de la puissance. Et en France, on a dans ce domaine un cas d'espèce. Un hyper-président au narcissisme décomplexé, soupçonné par certains d'avoir entretenu une relation un peu perverse avec les Français. Je me suis effectivement intéressé dans un ouvrage à cette fascination qu'exerçait Nicolas Sarkozy, pas du tout, encore une fois, pour l'épingler sur le plan psychiatrique, lui, parce que ça n'est pas mon propos, mais pour épingler les rouages de cette fascination. Parce que c'est les rouages de la dynamique, effectivement, de la perversion narcissique, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on est saturé totalement par l'image de l'autre. Il y a eu ce moment, la première année de l'exercice de son pouvoir, on ne voyait que lui. Il faisait des couvertures de tous les magazines, dans tous les kiosques. La seule figure qui apparaissait dans l'espace public, c'était la figure de cet homme-là. Et c'est là où l'idée de la perversion narcissique est apparue. C'est-à-dire cet individu tout-puissant, merveilleux, glorieux, etc., qui sauve les enfants dans une école à Neuilly, ce Superman, eh bien peut-être que finalement, c'était cet individu qui cherche à abuser de son pouvoir, à abuser de nous, pauvres peuples, qui étions devenus les victimes de ce bourreau. Au-delà du couple, de l'entreprise et de la politique, au-delà de notre imaginaire amoureux et de nos terreurs d'enfants, le PN ne représenterait-il pas en France une peur bien plus grande? Celle d'un individu qui se suffirait à lui-même et n'aurait besoin des autres que pour les utiliser comme des pions. Un loup solitaire et dangereux engendré par notre époque, mais qui pourrait bien attaquer l'essence même de notre société, notre capacité à vivre ensemble. La jouissance ultime du pervers, c'est de faire fi de tout lien social, de larguer les amarres, de montrer qu'il est parfaitement autonome. Il pousse l'autonomie, tant valorisée dans notre société, il la pousse jusqu'à son paroxysme. C'est pas qu'il dit « moi, je fonctionne en toute autonomie », c'est « moi, je suis tellement autonome que j'ai besoin de personne ». Autour de moi, les autres sont des objets interchangeables et je n'en ai absolument pas besoin. Je suis totalement indépendant. Le pervers narcissique, c'est l'individu tout-puissant, c'est l'individu individualisé dans toute sa splendeur qui détruit l'essence même du lien social, l'essence même de la relation à l'autre, qui détruit ce qui fait notre humanité finalement, c'est d'être dans le lien, depuis qu'on est né. La France, obnubilée par le délitement de ses liens sociaux, aurait-elle trouvé dans la figure du PN le miroir de sa plus grande inquiétude? Celle d'une société qui pourrait se détruire elle-même en basculant dans les excès de l'individualisme. C'est le sociologue Alain Ehrenberg qui a très bien expliqué ça et ce qu'il appelle l'inquiétude individualiste. En disant, voilà, dans des sociétés dans lesquelles on se représente l'individu comme étant à la fois le fondement de la société
est la valeur suprême de la société, donc en fait il est prioritaire, l'individu, il est représenté comme prioritaire par rapport au lien social, il y a forcément une inquiétude, c'est celle des excès de l'individualité. Est-ce que plus on devient un individu, plus on risque pas de détruire le lien social, qui est une tension inévitable à nos sociétés démocratiques. On ne peut pas à la fois valoriser l'individu et ne pas avoir peur qu'en le valorisant, finalement, ils détruisent la société. Si nous sommes tous les victimes des pervers narcissiques, la conclusion, elle est terrible, puisque la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est fuir. Et ce sera chacun pour soi. Voilà. Celui qui aura taillé le mieux son pieu pourra s'en sortir, mais les autres, ils y passeront. Comme dans une grande fiction d'apocalypse, le pervers narcissique nous projetterait-il dans ce que nous pourrions devenir de pire? Des êtres individualisés à l'extrême et des couples incapables de s'aimer, dans une société devenue inhumaine. La maladie d'une époque pour exorciser les angoisses de son temps. Peut-être que d'ici 50 ans, ou moins ou plus personne n'osera parler de pervers narcissique. Qu'on en parlera, ce sera une notion étudiée par des historiens du XXe et du XXIe siècle, et on s'étonnera qu'on ait pu y croire. Voilà.